Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur les probas. Alors, les probas, c'est un chapitre qui, à mon avis, est assez difficile, et c'est difficile pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, c'est quelque chose d'assez peu intuitif. Si vous regardez, je sais pas, moi, le concept de convergence en probabilité, c'est un concept qui est difficile à visualiser. Alors que visualiser une convergence uniforme de suite de fonctions vers une fonction particulière, on comprend bien géométriquement à quoi ça correspond. Par contre, une convergence en loi, c'est quelque chose qui est assez difficile à se représenter. Alors, une autre difficulté de ce chapitre, c'est la théorie de la mesure, à savoir que sous-jacente à la théorie des probabilités, il y a la théorie de la mesure qui crée une sorte de mécanique qui anime les objets qui sont présents dans la théorie des probabilités. Et la théorie de la mesure, c'est quelque chose qui est à moitié au programme et à moitié hors du programme d'Agreg. À savoir que si vous regardez dans le rapport, il y a une certaine ambiguïté, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont admises en théorie de la mesure. Et si vous regardez les épreuves écrites, la théorie de la mesure, c'est quelque chose qui tombe rarement. Par ailleurs, de même à l'oral, on vous pose rarement, alors ça n'arrive pas jamais, de même qu'à l'écrit, il y a des exemples de questions qui posent autant de la mesure, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, si vous n'êtes pas familier avec la théorie de la mesure, vous avez une sorte de dilemme parce que soit vous considérez que très bien, je vais faire l'impasse sur la théorie de la mesure parce que c'est pas quelque chose qui a priori va être très utile pour moi pour ma réussite au concours. Cependant, si vous faites ça, vous allez être inconfortable pour travailler les probas. Parce que sous-jacente à la théorie des probabilités, il y a la mécanique de la théorie de la mesure qui donne un certain sens en fait aux objets de probabilité. Et si vous ne travaillez pas la théorie de la mesure, vous allez tout le temps avoir ce sentiment inconfortable de ne pas bien maîtriser les objets dont vous parlez. Si par contre vous choisissez de prendre du temps pour bien comprendre la théorie de la mesure, eh bien là, oui, ce sera plus facile pour les probas certainement. Néanmoins, voilà, votre temps est limité. A priori, ce ne sera pas très payant pour vos écrits et vos oraux à la grecque. Et donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ça? Alors, moi, je n'ai pas de solution magique à ce dilemme. Il me semble que la façon la plus raisonnable de faire pour la plupart des gens, ce serait de apprendre juste le minimum fonctionnel sur la théorie de la mesure et ensuite essayer de bien assimiler la théorie des probabilités. Et une fois que comprenez à peu près la théorie des probabilités, vous revenez sur la théorie de mesure pour essayer de comprendre ce qui est pertinent dans la théorie de la mesure pour comprendre la théorie des probabilités. Donc voilà. Alors, j'ai assisté à de nombreux oraux à Strasbourg d'Agreg. Et en particulier, j'ai vu 4 euros de proba. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu ces euros, c'est que, il y avait deux, trois candidats qui n'étaient pas mauvais, qui avaient répondu à des questions qui étaient relativement difficiles en proba. Néanmoins, tous ces candidats, donc les 4 que j'ai vus, ont fait des performances qui, à mon avis, leur ont donné une note inférieure à 8, parce que en proba, il faut vraiment bien maîtriser en fait les concepts. Vous pouvez pas laisser de poussière sur le tapis. En proba, ça ne pardonne pas. Même si vous avez à faire ceci ou à faire cela, il y a trop de chances qu'à un moment donné, on vous pose une question et vous prenez les pieds dans le tapis, vous perdez votre confiance en vous, et à ce moment-là, c'est l'enchaînement, et vous vous mettez à dire des bêtises qui vont vous empêcher d'avoir une note décente. Et par conséquent, je pense qu'il y a deux stratégies concernant les probas à la grecque. C'est soit vous faites l'impasse,
une stratégie que pas mal de candidats font d'ailleurs. Et à mon avis, très honnêtement, c'est une stratégie qui est tout à fait raisonnable puisque ça tombe assez peu à l'écrit. Si ça tombe, c'est à peu près certain que ce ne sera jamais un sujet complet sur les probas. Et par ailleurs, eh bien comme ça, vous supprimez 4 leçons d'analyse et donc 4 leçons qui recouvrent une partie du programme qui est quand même assez velue, hein, pour être honnête, et vous vous débrouillez pour le reste. Alors, c'est tout à fait raisonnable de faire ça. Néanmoins, il y a quand même quelques écueils. Bon, déjà, le premier écueil, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas faire ça si vous avez choisi l'option A, l'option de proba, pour l'épreuve de modélisation. Parce que si vous savez que 20% de votre note va dépendre de manière cruciale d'une épreuve dans laquelle les probas sont fondamentales, forcément, vous allez travailler les probas et forcément, à mon avis, ce ne sera pas les probas votre point le plus faible à l'oral d'analyse. Et donc, il faudra faire l'impasse sur autre chose. Donc, dans ce cas de figure, ça ne me semble pas viable de faire l'impasse sur les probas pour l'oral d'analyse. Par ailleurs, bon, c'est vrai que ça fait, je crois, une dizaine d'années que les probas ne sont pas tombés à l'écrit. Néanmoins, dans les années 2010-2000, c'était tombé relativement souvent. Et quand c'était tombé, c'était souvent, bien que c'était une partie 3, une partie 4, c'était quand même assez facile. Alors, autant les oraux de proba à la grecque, c'est quelque chose d'assez délicat, autant ce qui est tombé à l'écrit, vous pouvez vérifier par vous-même, c'est quand même des choses qui sont assez faisables. Et je pense que c'est volontaire, simplement. Voilà, le jury sait que les probas, ce n'est pas spécialité des candidats, et donc il se réfrène de poser des exos qui, manifestement, n'auraient que très peu de succès. Et donc, si par chance les probas tombent à l'écrit, là, vous pouvez faire 3, 4 points vraiment facilement et avoir une note vraiment intéressante. Donc, par ailleurs, il est vrai qu'en proba, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est délicat, mais si vraiment vous maîtrisez bien votre sujet, vous allez avoir une très bonne note, hein. Vous pouvez complètement avoir 20 euh, en maîtrisant bien le sujet. Cependant, ce qui va arriver, à mon avis, c'est que soit vous allez avoir 8 à l'oral ou moins, soit vous allez avoir 15 ou plus, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir que si vraiment vous ne maîtrisez pas très bien les probas, il y a vraiment trop de chances qu'à un moment donné, vous fassiez une erreur qui sera considérée comme basique par le jury et que vous allez perdre beaucoup de points et qu'à partir de là, ce sera difficile d'avoir une bonne note. Et par ailleurs, vous allez vous mettre dans une dynamique difficile et ce sera, qui risque de vous entraîner vers le fond. Voilà, donc on va arrêter là cette longue introduction et on va commencer le cours sur les probas. Alors pour ce cours, j'ai fait des choix pédagogiques assez radicaux. Le premier choix, c'est que je vais parler au minimum possible de la théorie de la mesure afin que ce soit le plus facile à suivre. Et par ailleurs, je vais éviter la notion d'indépendance. En particulier, je n'ai pas à définir l'indépendance entre deux variables aléatoires. Néanmoins, dans certains théorèmes, comme par exemple le théorème central limite, eh bien, il y aura des variables indépendantes. Eh bien, voilà, ce sera juste une propriété particulière des variables concernées. Et on ne va pas essayer de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ce sera le sujet d'une vidéo dédiée. Alors, avant de commencer donc sur les mesures de probabilité, je vais prendre un exemple pour essayer de permettre une meilleure visualisation du concept de variables aléatoires. Donc ici, mon exemple, ça va être la valeur d'une action en bourse. Voilà, une action cotée. Donc au 1er mai, l'action vaut tant d'euros. Donc ça, ce sera ma variable aléatoire. Et ici, je vais définir un ensemble oméga
qui est en fait l'ensemble des événements qui potentiellement pourraient influencer le cours de bourse de mon action. Si par exemple, bon, voilà, mon action est l'entreprise que représente mon action est dépendante de la météo, le fait qu'il pleuve en avril ou en mai peut avoir une influence sur le cours de cette action, peut-être le taux de chômage, peut-être le taux entre l'euro et le dollar, ou peut-être les taux de la BCE, peu importe. Donc voilà, il y a un univers, donc c'est comme ça s'appelle, un univers d'événements qui peuvent influencer mon action. Alors là, je vois tout de suite que cet univers, c'est quelque chose de très, très gros. Alors oui, évidemment, le prix de l'action qui est un réel, donc il y a une infinité de prix possibles, mais on a vraiment l'impression que l'ensemble des événements qui peuvent influencer par mon action, d'un point de vue intuitif, ça va être un ensemble qui est c'est plus gros, ça va être à l'infini, mais qui est plus gros que l'infini que, des valeurs que mon action peut prendre. Et effectivement, c'est le cas. Donc, il faut essayer de comprendre en fait les variables aléatoires comme une sorte de résumé de l'ensemble des événements qui influencent mon action. Donc voilà, j'ai mon univers oméga qui est un certain ensemble d'événements. Et A, en fait, ça va être une collection, si vous voulez ensemble, mais peut-être ça serait plus simple de dire une collection de parties de oméga. Donc une collection d'événements tels que sur chaque événement, je peux définir ce qu'on appelle une probabilité. C'est-à-dire que, voilà, ça s'appelle une mesure de probabilité, c'est je peux définir la probabilité que cet événement arrive. Alors, il est possible que certains événements que je pourrais imaginer, je ne puisse pas définir leur probabilité. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait une invasion extraterrestre, peut-être que je ne peux pas calculer ou définir la probabilité de cet événement. Donc, A, ce n'est pas l'ensemble des événements que potentiellement je pourrais imaginer. Mais par contre, on fait l'hypothèse que on a défini certaine collection d'événements et que sur chacun de ces événements, eh bien voilà, je peux définir une certaine probabilité que cet événement arrive. Donc, la probabilité que de tous les événements, c'est-à-dire que si je regarde la probabilité de l'univers des événements complets, ça va être une probabilité de 1. C'est-à-dire que, oui, quel que soit ce qui va arriver, donc imaginons que soit il va pleuvoir, c'est un événement, soit il va neiger, soit il va faire beau. Bon, je vais être dans l'un des trois cas. Et donc, si je regarde la probabilité de tous ces événements, soit il fait beau, soit il neige, soit il pleut, et bien oui, effectivement, ça me donne une probabilité 1, parce que en fait, là, j'ai considéré tous les cas possibles. Par ailleurs, donc une probabilité, ce sera toujours positif. Ça, c'est quelque chose il me semble assez intuitif. Si j'ai deux événements qui sont disjoints, c'est-à-dire que si on considère, par exemple, le fait qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, que ça, c'est des événements disjoints, à ce moment, la probabilité que A union B, ce sera la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc peut-être une façon de voir ça qui est assez intuitive, c'est si maintenant pour oméga, je prends quelque chose de beaucoup plus simple, j'imagine que donc, mon univers, c'est juste un disque qui va être de surface 1, voilà. Et donc, mes événements, ça va être donc des parties du disque. Bon, bien, si par exemple, je prends le demi-disque, eh bien, la probabilité d'un demi-disque, ça va être un demi, si la probabilité du disque entier, la surface du disque entier, c'est 1. Donc, et donc, ma probabilité, ce sera simplement la surface, en fait, de la partie considérée du disque. Et donc maintenant, si je prends deux petits disques inclus dans mon gros disque qui sont disjoints, eh bien la surface de l'union des deux disques, c'est bien la surface du premier petit disque plus la surface du deuxième petit disque.
Donc maintenant, une autre propriété qui est assez intuitive, c'est-à-dire que si j'ai un événement qui est contenu dans un autre, c'est-à-dire par exemple la probabilité qu'il pleuve lundi ou la probabilité qu'il pleuve lundi ou mardi, donc je vois bien que d'un point de vue ensembliste, A va être inclus dans B, alors la probabilité de A sera plus petite que la probabilité de B. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment vous repenser les choses comme, voilà, A, ça va être, mettons, un petit disque à l'intérieur de mon disque de surface 1, et si j'ai un disque moyen qui contient mon petit disque, eh bien, la surface du disque moyen, nécessairement, va être plus grande que la surface de mon petit disque. Ici, on a une autre inégalité. Alors attention, ce n'est pas la même que celle-là. Donc ici, on a supposé que les disques étaient disjoints. Ici, on ne fait plus la même hypothèse. Et à ce moment-là, si j'ai deux événements quelconques, A ou B, la probabilité de A union B, c'est plus petit que la probabilité de A plus la probabilité de B. C'est-à-dire que la probabilité, donc, mettons, j'imagine que la surface de deux disques qui sont d'intersection non négligeable, ça va être, donc cette surface-là va être plus petite que la somme des surfaces des deux disques. On peut raffiner en fait ce théorème avec la formule d'inclusion-exclusion. Là encore, c'est assez intuitif. Donc, si vous imaginez les choses comme des parties qui donc se recoupent, vous voyez bien que géométriquement, on va avoir la surface de l'union qui est égale à la surface de A plus la surface de B, moins la surface de l'intersection, puisque ici, on va compter deux fois la surface de l'intersection. Donc voilà, toutes ces propriétés sont assez intuitives. Alors, deux propriétés qui le sont un petit peu moins, mais qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que si on a une suite d'événements croissantes, donc une suite d'événements croissantes, ça peut être donc il va pleuvoir lundi ou il va donc ça c'est mettons que ce soit 1 à 1 et donc à 2 c'est il va prévoir pleuvoir lundi ou mardi et à 3 c'est il va pleuvoir lundi ou mardi ou mercredi, etc. Donc c'est une suite d'unions croissantes d'événements. Alors déjà, c'est assez clair que la probabilité de AN va être croissante, mais en fait, la probabilité de AN, ça va converger vers la probabilité de A, où A, c'est l'union de tous les AN. Donc, l'union de tous les AN, c'est ce qu'on va appeler A, et donc P de AN va converger vers P de A. Si vous y réfléchissez un petit peu, vous voyez que ce théorème, ça correspond à un théorème de convergence monotone. Donc, c'est un résultat très similaire. Et on a aussi un résultat qui est symétrique pour les intersections, c'est-à-dire que voilà, quand on a une suite décroissante d'événements, c'est-à-dire que et donc A1, il va pleuvoir lundi, ou A2, il va pleuvoir lundi et mardi, A3, il va pleuvoir lundi et mardi et mercredi, etc. Et bien, donc, si on a une intersection des neurones, attention, donc, en probabilité, quand on parle d'événements, presque toujours, on parle de suite d'événements, on parle d'une suite d'événements dénombrables. Donc, si on a une suite d'événements dénombrables donc, qui est décroissante, la probabilité de AN va tendre vers la probabilité de A, où A, ça va être l'intersection de tous les événements de AN. Bon, et la probabilité de A peut être potentiellement nulle ou peut potentiellement être strictement positive. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses à savoir sur la théorie de la mesure et donc sur les mesures de probabilité qui vont nous servir pour le cours de proba. Alors, donc maintenant, je reviens à cette notion de variable aléatoire. Donc, tout à l'heure, on a dit que c'est le cours d'une action et donc de manière générale, x, donc variable aléatoire x, ça va être une application de oméga dans E. Donc, oméga, c'est l'univers dont on a parlé tout à l'heure et E, ça va être un ensemble mesurable.
Dans 90% des cas, l'ensemble E, ça va être R. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, on appelle ça une variable aléatoire réelle. Je vais prendre d'ailleurs la plupart des exemples, je vais prendre des variables aléatoires réelles parce que c'est vraiment ce qui est important pour la règle. Ici, il y a un petit mot qui peut prêter à confusion, c'est le mot mesurable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mesurable? Je vais l'expliquer dans le cas d'une variable aléatoire réelle, parce que je pense que ce sera plus clair. Donc, on a courbe x, donc c'est le cours de notre action, et je peux regarder donc les cas où mon action se situe entre deux valeurs. Mettons que mon action est comprise entre 100 euros et 110 euros. Et à ce moment-là, plus que x, c'est une fonction qui va de oméga à l'univers dans R, où oméga, je vous rappelle que ça va être l'ensemble des événements qui peuvent avoir de près ou de loin une influence sur le cours de l'action. X moins 1 de AB, donc ça va être l'ensemble des petits oméga, des événements qui appartiennent au gros oméga, tels que X de oméga appartient donc au segment AB, mettons que ce soit que X de oméga soit compris entre 100 euros et 110 euros. Donc, cet ensemble-là, je vais imposer qu'il est mesurable et ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'il appartient au grand A ici. Et le fait qu'il appartient au grand A ici, ça m'assure que je peux définir sa probabilité. C'est-à-dire que cet ensemble-là, qui est donc un sous-ensemble de grand oméga, je peux calculer la probabilité de cet événement-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de définir ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire, à savoir que la probabilité que mon action soit entre 100 euros et 110 euros par définition, donc ça c'est une définition, ça va être la probabilité de l'ensemble des événements, donc sur l'univers, sur le gros ensemble, donc c'est la probabilité de l'ensemble des événements tels que x de oméga, donc x de petit oméga, soit compris entre 100 et 110 euros. Donc vous voyez, en fait, il y a une sorte de transfert où on a un très gros ensemble oméga sur lequel on a défini l'intégrale, on a défini une mesure de probabilité, et on va s'en servir pour définir une mesure sur R qui est liée à grand X. Donc en fait, on va transférer la mesure sur le gros ensemble grand oméga dans une mesure, ça s'appelle une mesure image sur R. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi. C'est-à-dire c'est cette mesure sur grand R qui va me dire la probabilité que mon action soit entre telle valeur et telle valeur, c'est égal à temps. Et d'ailleurs, bon, ça va sera exactement les mêmes propriétés que les propriétés qu'on a expliquées ici du fait de la définition. Voilà, donc on a fini cette partie qui est assez délicate pour être honnête et j'espère que ça va permettre d'être solide sur ce concept de valeur aléatoire. Alors pour finir, on va donner deux cas particuliers. Alors il y a le cas où E est à valeur discrète et en particulier E c'est les nombres entiers. On verra un certain nombre d'exemples, donc par exemple variable de Bernoulli, variable de Poisson qui sont au programme. En général, c'est un petit peu plus facile de traiter les variables discrètes. Et il n'y a pas vraiment de différence, quasiment. Et par contre, un exemple qui est très important, c'est les variables aléatoires, donc réelles à densité. Donc, pour ces variables-là, donc c'est la définition, il y a une fonction positive qui est L1, f,
telles que la loi de AB. Donc, je vous rappelle que la loi de AB, c'est la probabilité que x soit compris entre A et B soit égale à l'intégrale de f de x dx entre A et B. Donc, du coup, ça me donne une définition claire de la mesure de la loi de x, donc la mesure image associée à x. Et donc, la plupart des lois qu'on voit au programme, qui sont des lois de variables aléatoires réelles, sont des variables à densité. On peut citer par exemple la variable exponentielle ou la variable gaussienne. Et cette propriété permet de énormément simplifier beaucoup de calculs. On verra des exemples dans la suite du cours. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier volet qui est déjà assez important. Et donc la prochaine fois, on va voir les fonctions de répartition. Merci bien.